nom est Alfred Sawadogo et j'ajoute mon nom botanique du village Yambangba pour signer tous mes ouvrages. Et indépendamment du présent livre ici, La polygamie en question, dans les rayons, vous trouverez également Afrique, la démocratie n'a pas eu lieu, vous trouverez le portrait de Sankara, et vous trouverez le sida autour de moi et j'en passe. Tous publiés à l'Harmattan. Et je suis vulgarisateur agricole et actuellement président d'une association laïque au Burkina Faso. La polygamie en Afrique reste un sujet tabou que les gouvernements n'abordent jamais. Parce que les gouvernements ne veulent pas avoir affaire à un électorat qui va se rebeller, parce que la polygamie reste un phénomène social assez répandu. J'ai abordé cette question parce que je suis sociologue et c'est un fait de société, malheureusement, qui hypothèque encore nos économies. Pourquoi? Parce que dans le système polygamique, il est très difficile de maîtriser la démographie. Et un pays qui n'arrive pas à maîtriser le phénomène de la démographie arrivera rarement à maîtriser donc son développement. C'est pourquoi j'ai soulevé la question, je l'ai traitée tout en évitant son sens religieux, puisque nous savons que dans l'islam, il est autorisé d'épouser 4 femmes. Mais le sujet traité est en dehors de toute donc, optique religieuse. Dans l'école de mon village, intitulée 1936-1958, j'ai planté donc le décor. L'école de mon village a été construite en 1936, donc il y a un certain temps. Et moi-même, j'ai passé par cette école que j'ai quittée en 1958. Donc j'ai raconté, avec quelques analyses, les phénomènes que les élèves vivent ou qui ont vécu, parce que vous savez qu'à l'époque, l'école ressemblait plus à un service militaire qu'à une école d'éducation. Et nos aînés qui ont pu donc nous raconter, et vous savez que l'oralité est encore très forte, même dans les écoles. Et donc, c'est de bouche à oreille que j'ai pu décrire certains faits, l'attitude des maîtres, l'attitude des élèves, jusqu'à ce que, à mon tour, je sois dans cette école pour vivre donc une éducation qui est complètement détachée des valeurs du village. Et quand un élève allait à l'école, et ce n'est pas encore différent tellement aujourd'hui, c'est que sa vie prend une autre trajectoire qui est extrêmement différente de la vie des villageois. C'est pourquoi les villageois considèrent qu'un élève qui est parti à l'école est perdu pour la société villageoise. Je sais de quoi je parle parce que je suis un enfant de polygame. Voilà. Et vous savez qu'il y en a qui sont encore les chantres de la polygamie, mais je vous assure que la vie sociale à l'intérieur des familles polygames, comme j'aime à le dire, c'est une guerre civile permanente, sous le même toit. Les enfants issus, vous voyez que dans ces familles, il y a des clans qui se forment. Les clans de telle femme, les clans de telle femme, et ces enfants cultivent une certaine haine qui reste ténace durant toute leur vie, et il y a une concurrence âpre, on ne sait pas quoi, sur toute chose de la vie. Et ce sont les femmes d'ailleurs qui cultivent cette concurrence. Et si par hasard, le père de famille est un homme riche, eh bien, avant sa mort, il sera pauvre parce que les femmes vont pousser les enfants à piller littéralement la fortune pour que les gens se retrouvent à genoux et que chaque femme, avec ses enfants, puisse vivre bien. Et dans mon pays, le code de la famille et des biens, non, le code des biens et de la famille consacre la polygamie.
la polygamie est un acte tout à fait officiel de l'État du Burkina Faso. Et selon le citoyen, le jour du mariage, on lui demande, voulez-vous être le régime polygamique ou le régime monogamique? Ah oui, polygamique ou monogamique. Quoique de la monogamie, beaucoup retombent à la polygamie. Mais dans mon ouvrage, j'ai pris quand même un exemple qui est la Tunisie. Et en 1957, quand le président Bougriba est arrivé aux affaires, son premier décret, c'est interdire la polygamie. Et ça a très bien marché parce que la Tunisie, parmi les pays donc, du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, la polygamie est la Tunisie est le pays qui a maîtrisé parfaitement sa démographie et en conséquence, la dynamique de son économie ça ressent. Et dans les autres pays que je connais très bien, comme le Maroc ou bien comme l'Algérie, la polygamie a reculé notablement parce que les femmes elles-mêmes sont montées au créneau et ont exigé de manière implicite ou explicite la monogamie. Et rares sont, il faut aller dans les milieux ruraux pour retrouver aujourd'hui dans ces pays les rares polygames qui existent. Donc je peux dire, et c'est vrai, que la polygamie est un phénomène qui va reculer naturellement avec l'évolution de l'économie. Plus les pays vont devenir riches, plus les individus vont devenir riches, moins la polygamie va être pratiquée. Je note déjà que les femmes dans mon pays payent le plus lourd tribut de l'analphabétisme. Et vous pouvez trouver de 80 à 89% de femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Et ça, c'est un handicap pour le développement. Et c'est un handicap pour qu'elles s'affranchissent des lourdeurs donc, sociologiques. Et elles sont victimes encore aujourd'hui. Le mariage forcé, le mariage à l'âge très jeune, une scolarisation extrêmement faible des filles. Et c'est vrai qu'il y a un effort ces dernières années pour que les filles puissent aller à l'école, terminer leur cursus, mais toutes ces pesanteurs existent encore et ce sont les femmes qui sont les victimes. Et malheureusement, le fait que la polygamie reste encore, disons, un phénomène privilégié et consacré par l'institution étatique, les femmes vont encore payer pendant encore les 50 prochaines années de nos indépendances. Parce que pour pouvoir, disons, se rebeller intellectuellement, pour pouvoir donc revendiquer voilà, une personnalité exister, mais il faut soi-même pouvoir avoir accès aux valeurs de l'universel, ce qu'elles n'ont pas. Et malheureusement, les femmes restent encore des objets qu'on manipule, soit en politique, et en toutes choses. Et je pense qu'il faudrait encore que dans les 20 ou 30 ans à venir, que l'accent qui est mis sur la scolarisation des filles, que les filles et les garçons puissent atteindre le même niveau donc, de scolarisation pour que vraiment elles puissent revendiquer leur droit d'exister. Ce travail, ce mouvement associatif formidable qui a commencé dans les centres urbains au niveau des femmes, on peut dire qu'il y a une sorte de fracture entre les femmes urbaines et les femmes de l'arrière-pays. Et en cela, vous trouvez les femmes affranchies avec des perruques qui imitent leurs sœurs de l'Occident, des perruques. Et ça, c'est lamentable au point de vue de la culture de nos différents pays, alors que nos filles, nos femmes peuvent avoir des tresses extrêmement belles qui sont nées de nos terroirs. Elles abandonnent ça et elles portent des perruques. Et les femmes de la ville se distinguent par le port des perruques. Et
certaines qui sont dans les milieux ruraux et qui veulent imiter et qui veulent prouver qu'elles aussi, elles sont à la porte donc, du modernisme, commencent à porter des perruques. La perruque devient donc une sorte, nous appelons ça communément les cheveux de cadavre. Donc ces instruments sont devenus une sorte de symbole de l'affranchissement de la femme, et cela est vraiment pitoyable. Vous voyez? Parce que, vous savez, la perruque est une imitation. Et justement, le problème des Africains, c'est les imitations. Et vous savez, quand on imite les autres peuples, eh bien, vous n'avez pas d'avenir. Il faut puiser vos valeurs, donc vos propres ressources, quitte, je ne dis pas que personne n'est une île. On peut aussi prendre, mais ce qui est bien, c'est qui ne te dénature pas donc, des autres peuples. Vous voyez, une revendication des jeunes en début de ces revendications, en début de ces célébrations des 50 ans d'indépendance. Il y a des filles qui ont dit chez nous, cette indépendance, dans les défilés, quand même, ce n'est pas national de défiler avec des vêtements des autres. Il faut que nous défilions avec nos propres vêtements, et nous en avons. Et donc c'est une revendication qui commence à faire percevoir que quelque part on prend conscience de nos propres personnalités. La modernité, au sens où on l'entend de façon courante, est synonyme d'occidentalisation. Et si je prends le phénomène qui était celui que vous avez étudié, qui est celui de la polygamie, et vous semblez avoir tranché ce débat en considérant que finalement c'est une institution qui n'est pas favorable au développement, c'est une institution à bannir, et vous avez évoqué le fait qu'il faut précisément bannir cette institution-là parce qu'il faut se rallier aux valeurs de l'universel, et ces filles-là peuvent vous opposer en définitive que effectivement pour rentrer dans la modernité, eh bien il faut se vêtir comme tout le monde, il faut porter des perruques. Autrement dit, dans le fond, je crois que le débat sur le choc entre la tradition et la modernité, très souvent la modernité est synonyme d'occidentalisation, et nous ne sommes pas parvenus à définir ce que serait une modernité qui ne serait pas une occidentalisation. Autrement dit, si on posait autrement la question, puisque c'est quand même une institution sociale extrêmement répandue, je parle de la polygamie, qui résiste à toutes les attaques, au point où les États ont dû, dans leurs textes, proposer cela comme une option, parce que c'est la société, et y compris certaines femmes qui considèrent que ça a une fonction sociale. Et donc, nous ne sommes pas parvenus à définir ce que serait la modernité en dehors de l'occidentalisation. Je ne sais pas quel est le contenu de ce que serait une modernité africaine si elle n'était pas synonyme d'occidentalisation. Et c'est une question que je me pose, et je crois que c'est une question qui se pose à nous, parce qu'effectivement, il me semble que, et même à mon esprit, que la modernité est trop souvent synonyme d'occidentalisation, et c'est pour ça que je ne blâme pas toutes ces filles qui portent des perruques, de la même façon que je ne vous blâme pas quand vous dites qu'il faut absolument bannir la polygamie parce que ça a des effets collatéraux sur le développement, etc. Mais il y a une question de fond qui est, à mon sens, qu'est-ce que la modernité africaine si ce n'est pas l'occidentalisation? Vous savez, la modernité peut se faire à partir de valeurs universelles. Il y a des valeurs qui n'appartiennent plus à la... Savoir lire et écrire n'appartient plus à l'Occident. Vivre 80 ans ne doit plus appartenir exclusivement à l'Occident. Ce n'est plus la peine que nous vivions 47, 57 ans, une espérance de vie de 57 ans, 2 femmes sur 300 qui meurent en couche
ça ne doit pas être acceptable. Et donc, il y a des valeurs universelles, comme la démocratie, comme l'alternance au sein de la démocratie, qui appartiennent aux valeurs universelles et que chaque peuple devrait apprivoiser. Et donc, je considère que la modernité au niveau des femmes peut très bien se faire sans... Vous savez, quand j'évoque seulement cette affaire de perruque, ça, ce n'est qu'un aspect. Même si nous avons 40 degrés à l'ombre dans une perruque, c'est effroyable. Mais nos filles et nos femmes qui utilisent le savon pour forcer la peau noire pour devenir une peau blanche comme les blancs. Alors ça, c'est vraiment c'est la déchéance. Mais ça illustre précisément le fait qu'à leur esprit, la modernité est synonyme d'occidentalisation. Et ça, c'est poussé à l'extrême, puisque ça va jusqu'à renier. Parce que dans leur esprit, être moderne, c'est sortir de son identité noire, c'est sortir de son identité africaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur propose comme étant une modernité qui serait une modernité authentique? Oui, mais nos gouvernements ne proposent rien, malheureusement. Nos gouvernements sont muets sur la question. Ah oui, quand même, le gouvernement, parce que c'est l'État quand même qui est l'animateur de la vie publique, de la vie sociale, et l'État devrait quand même donner le ton et relayer par les associations. Mais si l'État est muet, je sais qu'en Gambie, les femmes qui décapent la peau, en tout cas dans les premières années du pouvoir du président qui est là-bas, eh bien, si vous êtes agent de l'État, vous êtes menacé de révocation et si vous décapez votre peau. Oui, je sais que c'est trop extrême, mais quand même les États sont trop silencieux. Ils sont trop coupables à bien des égards. Parce que c'est quand même le rôle, ceux qui animent les gouvernements, c'est quand même les gens, c'est les intellectuels, c'est les gens avancés et quand même qui sont susceptibles de pouvoir donner par moment des éléments d'éducation, quitte à la société civile de prendre le relais. Mais à cet égard, en tout cas au Burkina, le gouvernement est assez muet sur la question. Et ça, concernant, pour revenir sur la polygamie, les gouvernements n'osent pas s'attaquer à la polygamie frontalement parce qu'ils vont perdre beaucoup de leur voix. Dans les partis au pouvoir, etc., n'osent pas en faire la moindre allusion parce qu'ils ont peur. Il y en a beaucoup encore qui pensent comme ça. Et surtout, des gens vont penser qu'on s'attaque à une religion. Alors surtout, les gouvernements ne veulent pas courir le risque du tout de s'allier les sympathies de milliers de gens qui pratiquent encore la polygamie.